Bonjour à tous, donc moi je suis Marie Eklund, je vais vous parler d'innovation. Alors je me suis dit, pour être innovante, je vais parler de tout à fait autre chose, mais en fait je me suis dit que non quand même. Donc d'abord sur l'innovation, en fait, on a souvent cette idée que l'innovation est très liée au progrès technologique, c'est-à-dire que la compréhension globale de l'innovation, c'est de se dire c'est de la recherche et du développement, et c'est ainsi que finalement beaucoup de politiques publiques ont été mises en place. Donc quand on regarde ce qui définit encore aujourd'hui une jeune entreprise innovante en France, c'est une entreprise qui a des dépenses de R&D, de recherche et de développement. Donc on est vraiment historiquement très axé sur une espèce d'adéquation entre cette notion d'innovation et cette notion de progrès technologique. Or, et ça a été notamment très accéléré par cette transformation numérique, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont innovantes sans être technologiques, et BPI France avait fait un travail assez remarquable de cartographie des différents types d'innovations qui existent. Et pour vous donner des exemples, par exemple, ce qu'on voit bien, c'est que Blablacar, bon alors oui, il y a un peu de numérique, etc., mais fondamentalement, c'est un nouvel usage. L'idée de se dire, on va faire du covoiturage et partager les frais quand on va d'un endroit A à un endroit B en France, c'est finalement un nouvel usage qu'on crée, et c'est une évolution, et c'est une innovation plutôt de service ou d'usage, plutôt qu'une innovation purement technologique. Il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, on voit que Zara, vous me dites, Zara, c'est une marque de fringues, il n'y a pas grand-chose à voir, mais en fait, si. Zara a complètement révolutionné son organisation et la manière dont le monde de la mode fonctionnait, qui était très articulé si on fait deux collections, une collection printemps-été, une collection automne-hiver. Zara, en fait, fait des collections en permanence. Donc ça tourne dans tous les magasins et ça a largement contribué à son succès. Cette idée que finalement, à chaque fois qu'on va dans un magasin, même si c'est 3 semaines ou un mois après, on trouve des nouvelles pièces qu'on ne trouvera pas la fois d'après et qu'on ne trouvait pas la fois d'avant. Ça, c'est une innovation également, mais c'est plutôt une innovation en termes d'organisation. Il y a beaucoup d'autres innovations, notamment de modèle économique. Criteo, c'est fondamentalement une innovation de modèle économique. Il y a des innovations sociales. On a vu récemment, lors des élections présidentielles, une initiative comme la primaire.org, où il y avait une innovation en se disant que ce sont les citoyens qui vont d'eux-mêmes se présenter et faire éclore en leur sein des candidats et voter pour eux. Donc il y a beaucoup de choses. Ce terme innovation, finalement, englobe beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait croire et qui a été... et qui finalement est ciblé par les politiques publiques. Après, quand on regarde le modèle actuel de l'innovation, on se dit quel est le but de l'innovation. Et souvent on se dit finalement, et c'est un peu, je dirais, la manière dont ça a été implémenté également dans la perception générale et dans les politiques publiques, on fait de l'innovation pour la croissance, pour créer de la valeur. Et en fait, on sous-entend, quand on dit créer de la valeur financière, de la valeur comptable. Donc, les grands objectifs européens, c'est d'atteindre un certain quota de PIB, etc. Bon, moi, à titre personnel, il me semble que ce n'est pas un objectif absolument essentiel que d'avoir de la croissance dans un pays si elle est extrêmement mal distribuée. C'est-à-dire que le vrai sujet dans l'humanité, c'est est-ce que les gens sont heureux, c'est pas est-ce qu'il y a un pays qui a du PIB, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc il y a des vrais sujets derrière qui sont très bien, on crée de la valeur, mais comment est-elle distribuée et à quel coût? Est-ce que, je passe après Brice, donc c'est assez facile, est-ce que cette croissance a un coût environnemental? Est-ce qu'elle a un coût humain? Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière qu'il faudrait prendre en compte? Ou est-ce que c'est uniquement un but en soi d'avoir cette création de valeur? Une des choses qui est assez intéressante aussi, c'est quand on voit le modèle, donc le modèle un peu ultime de cette théorie sur l'innovation, c'est les États-Unis. Et avec le numérique notamment, il y a tendance à favoriser un peu les monopoles. C'est-à-dire qu'il y a, dans le numérique, il y a le sujet « winner takes it all ». Donc on a des effets de réseau qui font que c'est assez facile, à partir du moment où on est leader sur un secteur, de continuer à maintenir ce niveau-là et de vraiment établir des monopoles un peu mondiaux. Mais il y a aussi une tendance qui a été assez bien démontrée par Thomas Philippon récemment à la concentration des entreprises, puisque finalement les entreprises deviennent tellement puissantes et que s'il n'y a pas un consensus politique extrêmement fort à côté, grâce au lobby, ils arrivent à baisser un peu les lois d'anti-concurrence. Et aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises américaines investissent beaucoup moins que les entreprises européennes, car elles sont dans une plus faible position de concurrence. Comme elles ont établi un certain nombre de monopoles, finalement, elles ont moins besoin d'aller se battre sur la concurrence, de rester innovantes,
que ce que font les entreprises européennes. Donc je dirais que cette tendance naturelle à la concentration fait que finalement, on va vers moins d'innovation avec ce schéma-là. Mais le vrai sujet sur lequel je voudrais vraiment poser les limites du modèle actuel, c'est que quand on dit à quel prix, quel est le prix de la croissance, on se rend compte qu'il y a trois grandes dimensions qui ne sont pas intrinsèquement prises en compte, qui sont à la fois la dimension écologique, donc je ne vais pas vous convaincre après être passé par Brice à quel point c'est important, mais il y a un sujet qui est qu'il y a des choses qui sont irréversibles, c'est-à-dire qui ne s'achètent pas, qui ne peuvent pas être comme on fait d'habitude en théorie classique, c'est-à-dire qu'on plaide pour la croissance et puis après on va taxer les gens qui émettent des externalités négatives, donc qui par exemple sont des pollueurs ou d'autres choses comme ça. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas être payées, qui ne se rattrapent pas, qui n'ont pas de valeur financière. L'autre chose qui est très frappante dans cette idée-là de le coût qui ne peut pas être rattrapé, c'est l'éthique. Aujourd'hui, on voit des entreprises... on voit par exemple, on se pose beaucoup de questions sur la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Mais on a craqué les 3 premières lois de la robotique d'Isaac Asimov, c'est vous ne laisserez jamais un robot tuer. Aujourd'hui, on a des drones qui tuent. Et on ne s'est jamais posé la question collectivement, au niveau international, de est-ce que c'est quelque chose qu'on doit tolérer en tant qu'espèce humaine ou pas. Donc on a des enjeux éthiques qui sont essentiels et qui ne sont pas posés. Il y a des enjeux écologiques qui sont également essentiels et qui ne sont pas pris en compte de manière complètement native dans la manière dont on fait de l'innovation. Et le dernier enjeu qui est complètement sous-estimé, c'est l'enjeu social, parce que comme je disais au début, c'est très beau d'avoir de la croissance, mais si ça ne bénéficie qu'à certains et que le reste de la population, il y a des accroissements d'inégalités, il y a de la violence sous-jacente, il y a des crises géopolitiques, je veux dire, ça ne fait pas un monde meilleur. Donc la vraie question qui est de se dire finalement comment est-ce qu'on va orienter l'innovation pour arriver à construire ce monde meilleur. Et donc je vais revenir un petit peu sur ces trois dimensions-là, qui sont la dimension éthique, la dimension écologique et la dimension sociale. Sur la partie éthique, donc il y a 3 grands sujets. La partie robotique, donc c'est frappant de relire la science-fiction, hein, et de voir à quel point les gens avaient théorisé quelque chose qui arrive aujourd'hui sans qu'on en comprenne bien les enjeux, sans qu'on comprenne qu'on est dans la pratique et plus dans la théorie, et que ce serait extrêmement important de positionner un cadre international de réflexion sur ces enjeux éthiques. Et donc, je citais les drones, qui est pour moi le meilleur exemple de drone tueur. Je veux dire, c'est important de savoir quel est le pouvoir qu'on va donner aux robots. Sur la partie intelligence artificielle, il y a évidemment tous les enjeux sur la génomique. Est-ce que, à partir du moment où on a décrypté le génome, où on sait poser des modèles d'intelligence artificielle dessus, et donc de prédire si finalement vous allez avoir une maladie incurable dans 5 ans, est-ce qu'il faut que je vous le dise ? Il y a des vrais sujets éthiques sur la partie génomique. Il y a des vrais sujets également sur la manipulation. Facebook avait fait une expérimentation qui était avec des chercheurs où ils postaient sur les murs. Ils avaient pris 2 échantillons à peu près équivalents de personnes. Il y en a certains à qui tous les jours, ils leur triaient plutôt des mauvaises nouvelles et l'autre plutôt des bonnes nouvelles. Bon, devinez quoi, les gens qui avaient des mauvaises nouvelles, ils déprimaient à mort, et puis les autres, ils étaient trop contents, quoi. Mais c'est de la manipulation d'opinion, il y a beaucoup de sujets derrière de fake news. Est-ce qu'on accepte ça ? Quelles sont les règles qu'on met en place en termes même d'explicabilité des algorithmes derrière et de comment est-ce qu'on peut rendre des comptes ? Il y a en Australie, par exemple, on autorise l'arrivée dans les pays. C'est un algorithme qui décide si vous êtes autorisé à rentrer dans le pays, qui est basé sur une recherche sur Internet et sur les informations que vous allez leur donner. Puis ils vous disent oui ou non, quoi, mais vous ne savez absolument pas pourquoi. Donc il y a un sujet aussi de positionner l'éthique et le cadre éthique sur la partie intelligence artificielle. Et la dernière, c'est sur la partie données. Donc, que font toutes ces plateformes sur Internet de vos données ? À qui les envoient-elles ? Est-ce qu'elles les envoient à votre assurance ? Et que potentiellement, ça peut avoir des impacts derrière. Donc il faudrait arriver à tracer ces données-là. À qui appartiennent ces données ?
Est-ce que moi je suis en capacité de récupérer les données que j'ai envoyées sur mes goûts musicaux à Spotify pour finalement les passer à Deezer parce que je préfère cette plateforme-là. Bon, c'est pas un bon exemple. Mais... ou sinon, donc il y a un vrai sujet de portabilité de ces données, de traçabilité qu'en font les gens, et aussi de données d'intérêt général. Brice parlait tout à l'heure d'entreprises qui se coordonnaient sur les voitures autonomes, par exemple. Ce serait extrêmement important que tout le monde partage ces données pour savoir où sont les routes, quels sont les bons endroits, quel est le trafic, etc. Sur la partie environnement, on en a beaucoup parlé, donc je pense que c'est pas la peine que je revienne dessus pour dire à quel point c'est important. Je vais juste souligner un truc, c'est que la taxe carbone ne sera jamais suffisante puisqu'il y a un biais sur le présent qui est complètement fondamental. Et donc, c'est vraiment au démarrage, et ce n'est pas a posteriori que les choses peuvent être conciliées. C'est by design, c'est dans la construction même de l'innovation qu'elles doivent être prises en compte. Et enfin, sur la partie modèle social, on est sur une démographie qui est grandissante, qui est aussi on vit plus longtemps, donc ça pose aussi des problèmes sur notre capacité à partager les ressources auprès de plus de gens, et ça crée des tensions à la fois géographiques et sociales. Il y a des inégalités actuelles sur notamment l'accès à l'éducation, l'accès au capital. Le capital est mieux rémunéré que le travail aujourd'hui. Et l'accès également à une compétence numérique. Il y a une déconnexion de pas mal de gens entre ce que permet ce monde numérique et la manière de s'y sentir bien et d'autres. Et on le voit très clairement notamment dans la manière dont les électorats se sont scindés. Et puis après, il y a une révolution complète à venir sur le travail, enfin elle n'est pas à venir, elle est en cours, où il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est à la fois le remplacement de beaucoup de métiers. Il y a cette fameuse étude de McKinsey qui écrit 65% des métiers de dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc je veux dire, il y a des vrais sujets, puisqu'il y a cette automatisation, et tout ce qui peut être automatisé sera fait par des robots, sera fait par de l'intelligence artificielle. Donc comment est-ce qu'on accompagne cette transition du monde du travail, sachant que d'un autre côté, il y a des choses plus positives qui sont que le numérique permet aussi de ne pas considérer le salaire comme la seule source de revenus. On est tous devenus un peu des auto-entrepreneurs, puisqu'on se dit, ah ben tiens, je pars en vacances, est-ce que je vais mettre mon appartement sur Airbnb pour arrondir mes fins de mois? Est-ce que je vais faire plutôt du covoiturage pour amortir également le coût de ma voiture? Donc on est dans cette économie du partage qui permet aussi de se considérer et de vivre mieux à salaire constant, en essayant finalement, en prenant en main, en se responsabilisant, non seulement sur ce que je gagne, mais aussi la manière dont je vais consommer. Alors, comment on fait pour aller un peu plus loin et se dire, maintenant qu'on a posé ce constat-là, finalement, comment on met l'innovation au service de la construction d'un monde meilleur? Et moi, je pense qu'il y a 3 choses extrêmement importantes à faire. La première, c'est cette fameuse gouvernance internationale dont parlait Brice, sachant qu'elle devrait, à mon sens, intégrer sur l'innovation non seulement une partie écologique, mais une partie éthique. Et puis, effectivement, la prise en compte des équilibres sociaux. Donc ça c'est important, mais ce qui est plus dur à faire, c'est que dans le monde actuel, des gouvernances centralisées sont, à mon sens, inefficaces. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir être innovant dans la manière d'inventer une gouvernance, dans la manière de responsabiliser à la fois les citoyens et les entreprises. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'on voit les phénomènes de réputation qui, à l'œuvre, ou par exemple dans des cas de loyauté des plateformes, ou finalement de bon comportement. On voit par exemple que quand tous les citoyens britanniques ont protesté sur le fait que Starbucks ne payait pas ses impôts, ils ont fini par les payer au UK. Ou que quand Twitter, qui s'était extrêmement mal comporté avec sa communauté de développeurs en changeant les règles tout le temps à son rythme, la première chose que Jack Dorsey a fait quand il est revenu à la tête de Twitter, c'était de dire « je m'excuse, maintenant les règles ce seront celles-là, nous serons loyaux et nous partagerons la valeur avec nos développeurs ». Donc je crois beaucoup en la puissance de la multitude, mais ça voudra dire d'inventer des nouvelles formes de responsabilisation et de gouvernance citoyenne
un peu à la Wikipédia. Enfin, imaginez des nouvelles choses à ce titre-là, parce que la partie purement centralisée va être extrêmement compliquée, et ça implique aussi de responsabiliser les citoyens. Et responsabiliser les citoyens, comment on fait ça? Eh bien, ça, c'est le deuxième grand pan, c'est l'éducation. L'éducation, moi je suis toujours très surprise du fait qu'on parle de ce manque de littératie numérique, donc du fait que finalement on ne sait pas, quand on est des très bons utilisateurs d'Internet pour certains, mais on ne sait pas du tout ce qu'on signe en cochant les CGU d'un site, on ne sait pas non plus comment toute la machine fonctionne et le type finalement de choix algorithmiques qui sont faits dans les contenus qu'on va nous présenter sur Facebook ou ce genre de choses. Mais il y a un truc assez frappant, c'est que tout ce qui nous tend vers l'immatériel fait qu'il y a une partie assez juridique qui devient de plus en plus clé et qui finalement est clé dans notre vie de tous les jours. On passe notre vie à signer des contrats, que ce soit des contrats de travail, des contrats de location, de mariage, etc. Donc bon, on est sur un sujet où même une espèce de culture générale légale est importante, une culture générale sur la culture scientifique, de comprendre comment le numérique fonctionne, faire coder les enfants à l'école, et puis surtout faire en sorte que les gens apprennent dans cette notion de responsabilisation. Non pas on a formé des gens à devenir des salariés, là il faut former des gens à devenir un peu des auto-entrepreneurs. Et donc ça implique de la créativité, ça implique de savoir penser le monde, d'être curieux, puisque dans ce nouveau monde qui s'invente, il va falloir des modélisateurs, il va falloir des mathématiciens curieux, mais il faut aussi cette partie créativité, puisque finalement tout le travail qu'on va faire dans le futur, c'est des choses qui ne pourront pas être automatisées par des machines. Donc la partie exécution va être beaucoup moins importante que la partie créativité entrepreneuriale. Et la dernière chose, c'est que par nature maintenant on est dans un monde international, on est dans un monde qui doit être qui doit être vraiment au contact avec à la fois la planète et les autres cultures. Et donc, ces notions de soft skills, donc de communication, de compréhension d'autres cultures, de compréhension de la nature, sont aussi finalement des savoirs premiers qu'il faudrait arriver à partager plus globalement à l'école. La dernière chose, c'est la finance. Parce que finalement, pour arriver à faire tout ça, et pourquoi est-ce que l'innovation, son but ultime, c'était la création de valeur, c'est qu'on est dans un monde où les objectifs sont financiers. Et si on veut arriver à changer ça, il faut changer les objectifs financiers. Donc, quand on voit toutes les décisions financières aujourd'hui sont prises sur un taux de rendement interne qui, quelque part, calcule pour 1 euro investi, combien d'euros vous allez récupérer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, etc. Donc, c'est un taux de rendement financier court terme. Donc toutes les décisions finalement qui sont prises, comme l'objectif premier était un objectif financier, sont prises pour faciliter à la fois du court terme et la création de valeur comptable. Donc c'est cet indicateur financier-là qu'il faut changer pour intégrer finalement directement dans l'indicateur de performance financière ces notions de contraintes éthiques, contraintes environnementales, contraintes sociales. Tant que ce sera à côté, on sera toujours dans cette idée qu'on peut compenser avec de l'argent. Non. Il faut le penser en cœur. La deuxième chose, c'est la partie court terme versus long terme. Donc ça, pour siéger à des postes au conseil d'administration de sociétés cotées ou de sociétés non cotées, c'est frappant à quel point l'horizon rétrécit dès qu'on cote la boîte. La pression actionnariale sur les résultats à 3 mois est extrêmement forte. Et donc, dans un monde qui se réinvente sur le long terme, il faut arriver à faire en sorte que les actionnaires et la gouvernance et les conseils d'administration de toutes les sociétés, qu'elles soient cotées ou non, puissent intégrer cette dimension du long terme. Et enfin, l'argent, aujourd'hui, l'argent, il faut lui redonner du sens. Que l'argent serve uniquement à faire de l'argent, ça n'a pas de sens. C'est un moyen de faire des choses, c'est un moyen d'entreprendre, c'est un moyen de donner sa chance à des projets, d'essayer de reconstruire le monde aussi. Donc, moi, ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'épargne des Français, elle est complètement... Elle est dans l'assurance vie massivement. Donc, il y a 1700 milliards d'euros qui sont dans l'assurance vie. Je suis quasi sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous dans cette pièce qui ont une assurance vie. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans ? Ben non, personne ne sait finalement où va son épargne. Donc vous avez tous une épargne, enfin en tout cas
je vous le souhaite, mais je suis quasiment sûre que ceux qui en ont ne savent pas à quoi elle sert. Et c'est ça qu'il faut arriver à craquer. C'est ça qu'il faut arriver à craquer, c'est de se dire, mon argent, eh bien, il y en a un bout, mettons, que je mets sans risque, etc., pour mes vieux jours, mais il y a un bout, moi, je veux faire des choses. Je veux que ça contribue à l'économie réelle. Donc il faut arriver à, finalement, avoir une meilleure transparence et une meilleure lisibilité des produits financiers et revenir au concret. L'argent doit servir à financer l'économie réelle et à construire un monde réel, un monde meilleur, quoi. Donc redonner du sens à l'argent, rétablir cette transparence et cette lisibilité dans la finance, se remettre les bons objectifs en tête, c'est ce que je nous souhaite. Voilà, merci.